Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de mon aventure entrepreneuriale. Cette semaine, on accueille un invité, Aurélien Anesi, qui est responsable marketing dans une entreprise d'agroalimentaire et qui, durant le Covid, en a profité pour écrire un livre sur la productivité. Et cette semaine, du coup, on va voir ensemble tout un chapitre du livre sur lequel il parle de comment créer des supports percutants et aussi bien du texte que des présentations, mais aussi de la vidéo. Donc on a discuté ensemble pendant ce podcast sur cette thématique, aussi un petit peu du marketing, qui est quelque chose qui nous passionne tous les deux. Et sans plus attendre, je vous laisse avec notre podcast et cette discussion avec Aurélien. Alors, du coup, moi c'est Aurélien Anesi, j'ai 24 ans et aujourd'hui je suis responsable marketing dans une entreprise agroalimentaire. Donc j'ai un parcours qui au début n'est pas du tout associé au marketing et tout ce qui est management, etc. Je suis ingénieur agronome de formation, donc beaucoup de biologie, pas mal de chimie, etc. Et c'est qu'après, en fait, où je me suis vachement intéressé à tout ce qui est le management, le marketing, la productivité. Et donc, naturellement, après, je me suis orienté sur un métier de chef de produit, puis de responsable marketing, quand même dans le domaine agroalimentaire. Donc, on garde quand même toujours ce double aspect scientifique et le côté plus marketing management en même temps. Et, euh, et en fait, voilà, c'est un domaine qui me passionne. Et je trouve qu'aujourd'hui, la science a vraiment toute sa place, alors que ce soit la psychologie, la connaissance du corps humain, les neurosciences, ça a tout à fait sa place dans le monde du marketing et du développement personnel aussi avec la productivité. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un peu une période avec le Covid où j'ai eu un peu de temps libre qui s'est dégagé. Et j'ai eu cette envie, je me suis dit pourquoi pas écrire justement sur le thème de la productivité, comment on peut améliorer son efficacité, euh, que ce soit au travail ou même dans sa vie perso, hein, parce que voilà, si on a des projets dans la vie perso, on parle aussi de productivité, et toujours avec ce lien avec la science. Donc, par exemple, dans ce livre, on aborde l'alimentation, le sommeil euh, et aussi des compétences plus spécifiques, comme par exemple la planification, la vidéo, euh, mais toujours voilà, des méthodes, des outils qui peuvent être efficaces pour les lecteurs, mais c'est des méthodes qui s'appuient sur des démonstrations et des études qui ont été menées par des chercheurs français ou à l'étranger. Voilà. Ok, du coup, c'était pendant le Covid que t'as écrit ça. Pendant la première session, Ouais, j'imagine. Le premier ouais. confinement. Alors, ouais, c'est ça en fait. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ces thématiques-là et je me renseigne beaucoup sur mon temps libre. Mais c'est vrai que avec le Covid, je suis passé notamment par une petite phase de chômage partiel, comme beaucoup de personnes. Mhm. Euh, et donc j'avais pas mal de temps libre où j'étais bloqué chez moi. Et donc j'ai continué à me renseigner là-dessus et à écrire sur les thématiques. Et alors au début, je savais pas trop si j'allais partir sur un livre ou si c'était plutôt des articles ou du contenu pour un blog par exemple ou pour les réseaux sociaux aussi. Et au fur et à mesure du projet, je suis arrivé à un stade où je commençais à avoir écrit plus d'une centaine de pages. Et, euh, et je me suis dit pourquoi pas aboutir vraiment à un livre. C'est un peu un rêve de gosse hein, d'arriver à finir avec un bouquin. Donc je me suis dit maintenant que le projet est lancé, on va aller jusqu'au bout, on va le retravailler, se lancer pour aboutir voilà, à ce produit fini. Ouais, c'est cool d'écrire un livre parce que c'est vrai que surtout on est vachement dans l'ère du digital avec les blogs, les chaînes YouTube, Instagram, tout ça. Et du coup tu t'es dit tiens, en fait tu savais pas trop au début, c'est ça? Et que tu t'es dit je vais écrire, de toute façon les sujets, les trucs. Et au final t'as tellement écrit que voilà, ça part en livre du coup. Ce qui est une erreur d'ailleurs, hein, je recommande pas du tout en termes de productivité de partir bille en tête sans avoir aucun plan, sans aucun objectif plus ou moins défini. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait parce que c'est pas mon métier de base et c'était plus un passe-temps.
Et en fait, voilà, effectivement, à force d'écrire, je me suis dit, ben, pourquoi pas réussir à faire un bouquin. Et c'est cool que tu soulignes le côté papier, euh, alors qu'on est Mm. aujourd'hui beaucoup dans le digital, beaucoup d'infopreneurs sur Instagram, sur Facebook et tout ça. Euh, En fait, c'est assez cohérent avec le message que je veux faire passer, c'est-à-dire que aujourd'hui, le marketing, le développement personnel, c'est des sujets qui sont abordés partout, sur Instagram, sur Mm. Facebook, avec des infopreneurs qui vont. Alors, je dis pas, il y en a qui font du très très bon contenu, mais il y en a aussi d'autres qui vont piocher un petit peu à droite à gauche. On retrouve plus ou moins les mêmes infos ou même des choses qui n'ont aucun rapport. Et j'avais envie un petit peu, voilà, de revenir à l'essentiel avec des méthodes et des outils qui derrière ont une démonstration et une rigueur scientifique. Ouais, du coup, ouais, tu t'appuies vraiment sur des expériences et des thèses, j'imagine, enfin, des choses qui ont été validées scientifiquement, en tout cas. Ouais, bah on en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Mm. vrai que souvent sur les réseaux, on voit par exemple, 5 conseils pour tripler sa productivité en une semaine, Ouais, 10 méthodes pour atteindre l'indépendance financière. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu le genre de contenu qu'on peut trouver très rapidement sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des méthodes qu'on utilise depuis très longtemps ou certaines qui sont plus récentes, et il y a eu des études dessus. Ça a été testé dans plusieurs entreprises, ça a été testé aussi dans des labos de recherche avec plusieurs patients, au même titre qu'une étude clinique, hein, avec des médicaments. On obtenait des conclusions qui étaient très intéressantes et qui méritent d'être soulignées. Et c'est un peu ça que je mets en avant dans le bouquin. ok, donc ton bouquin, il est vraiment axé sur augmenter sa productivité. Donc tu vas, j'imagine, alors moi j'ai lu que la partie qui concerne tout ce qui est les présentations et la vidéo, mais Ouais, bien sûr. comme tu disais, il y a aussi la nutrition, du coup j'imagine il y a le sport, des exercices éventuellement, tu parles d'exercices à faire pour améliorer peut-être sa concentration, des choses comme ça. Oui, alors en fait, le livre, il est découpé en deux parties. Il y a une partie qui est un peu plus orientée habitude dans la vie quotidienne, donc Ouais, ce qui est alimentation, sport, sommeil. Et une seconde partie où on est plus dans les compétences clés qu'il est intéressant de maîtriser pour gagner en productivité. Donc c'est tout ce qui est comment stimuler sa créativité, comment planifier correctement un projet. euh, Comprendre les attentes des interlocuteurs, que ce soit des clients ou que ce soit des collaborateurs avec qui on travaille. Euh, donc effectivement, il y a des conseils, il y a des outils et il y a des méthodes avec pas mal d'exemples qui viennent aussi accompagner les idées. Euh, donc en termes d'exercice, ben, c'est vrai qu'il y a une partie sport notamment, ouais, où bon, on sait tous que le sport c'est quelque chose qui est important pour rester en forme, pour avoir un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso, mais j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et d'expliquer. Dans le livre, on apprend en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait que quand on pratique un sport, ben, on se sent mieux, on se sent en meilleure forme, donc notamment avec les différentes hormones qui sont sécrétées. Quel type d'activité physique va stimuler telle ou telle hormone, l'importance du sport en entreprise aussi. C'est quelque chose où je pense qu'en France, il y a encore des progrès à faire sur il y cette en a peu. thématique-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même pareil des études qui ont été effectuées sur des entreprises qui ont instauré du sport obligatoire entre midi et deux ou dans la journée pour les salariés. Et on voyait l'évolution de la productivité au fil du temps. Et voilà, et les résultats, ils sont sans appel. Donc, voilà, on essaye de donner des conseils. Et à la fin de ce chapitre-là, notamment sur le sport, on aboutit à un exemple de programme que le lecteur peut essayer d'adopter Ouais, pour c'est cool augmenter ça. sa productivité. Donc il y a augmenter sa concentration, son niveau d'énergie bien sûr, parce qu'on se Ouais. sent plus en forme. Euh, la mémoire, voilà, la concentration, c'est un jeu d'hormones finalement, c'est de la bio quoi.
Moi, je suis déjà converti là-dedans. D'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles plus en détail parce que dans le livre d'Olivier Roland, je sais pas si tu l'as lu, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. En gros, il parle aussi une partie productivité et il parle du sport. Et dedans, alors si je me souviens, il parle que à partir de 7 minutes d'exercice, il me semble, déjà ton corps il va développer, comme tu dis, des hormones qui vont t'aider à ta productivité. Et aussi, alors je sais plus si dans ce bouquin-là, il me semble aussi, mais qui parle que il faut pas rester plus de 3 jours sans faire de sport, généralement, si tu veux pouvoir profiter à fond de l'effet bénéfique de faire du sport pour, euh, pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton énergie globale, quoi. D'accord, c'est vachement intéressant et ça rejoint ce point-là que le sport, de toute façon, on sait de base que maintenant c'est quand même assez bien admis que le sport, ça aide de toute façon pour garder un bon équilibre et garder ouais, la santé, hein, de toute façon, de manière générale. Mais on n'arrivait pas vraiment à quantifier l'impact du sport sur après l'efficacité au travail, sur les performances et tout ça. Et là, voilà, il y a de plus en plus d'études là-dessus et maintenant on le sait. Ok, mais bon, c'est vachement intéressant. Bah, du coup, ouais, ton livre il est assez complet quand même. Parce que déjà, la partie que j'ai sur la vidéo et les présentations, je crois qu'il y a pas mal de pages, ça fait un bon chapitre déjà. Du coup, enfin, ton livre, tu traites, donc tu m'as dit le sport, la nutrition, la présentation, les habitudes. Ouais, entre autres. Alors, en fait, au total, il y a 10 chapitres 10 et chaque chapitres. chapitre correspond à un thème. Voilà, donc il y en a 5 liés aux habitudes, donc ce qu'on disait, le sport, le sommeil. Il y a aussi Mhm. le moment de la journée. Ça, c'est justement une thématique qui est très abordée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où on est plus productif qu'un autre? Et c'est vrai qu'on entend. Alors, la réponse est oui. Je ne Oui, veux pas donner non plus j'imagine. la réponse finale du chapitre, mais on entend un peu de tout. On entend Ouais. c'est le matin en se levant, d'autres qui disent je suis plutôt du soir. Sur la durée de concentration aussi. Il y en a Mhm. qui, sur certains réseaux, on peut entendre que c'est 20 minutes max, là, avec la technique Pomodoro Les notamment. Pomodoro, ouais. Et voilà, et d'autres qui te disent non, on peut rester concentré 2 heures avec de l'entraînement et tout ça. Et en fait, pareil, il y a eu des études qui ont été menées sur différents types de tâches, basées aussi sur les rythmes biologiques. Et, Ok. euh, et donc, on arrive quand même à voir, alors, effectivement, il y a l'effet de l'entraînement, il y a l'âge, l'état de santé qui vont rentrer en jeu, mais il y a quand même une fourchette, un horaire quand même dans la journée où globalement, parce que tu es un être humain, tu es plus efficace que le reste de la journée. Et pareil, il y a une durée de concentration, il y a quand même une fourchette aussi. Au-delà, c'est très rare d'être concentré et en dessous, c'est pas assez, tu peux pousser un peu plus. Ok. C'est vachement intéressant parce que aussi, pour te dire moi ce que j'ai entendu là-dessus, si ça t'intéresse. Mais Oui, bien sûr. en gros, alors oui, il y a la technique du Pomodoro, ou juste pour rappel pour ceux qui connaîtraient pas, c'est on va mettre un minuteur pendant 25 minutes. Et alors le Pomodoro, c'est la tomate en italien, et c'est parce que le mec qui a inventé ça, il avait un minuteur tomate comme on a dans les cuisines, et du coup c'est venu de là. Et en gros, on va mettre le minuteur pendant 25 minutes, et pendant ces 25 minutes, on va se concentrer uniquement sur une seule tâche. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, faire votre Excel si vous avez envie. Et si vous finissez avant, c'est pas grave, on continue jusqu'à 25 minutes, il y a toujours des choses à améliorer. Et une fois ces 25 minutes écoulées, on va faire 5 minutes de pause et on va relancer un Pomodoro, puis 5 minutes de pause, et au bout de 4, on va prendre un quart d'heure de pause pour avoir un peu plus, pour essayer de garder la concentration. Et le but, c'est que pendant ces temps de pause, on va vraiment faire autre chose, genre vraiment un truc qui nous détend, qui détache complètement du travail qu'on faisait, pour après se relancer dedans, quoi. Si j'ai bien expliqué, normalement C'est c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. C'est une technique qui marche bien, hein. 25 minutes, on peut rester concentré 25 minutes. Mais voilà, il y a des études. Enfin, on essaye dans le livre d'aller un petit d'aller peu un peu plus plus loin. loin et voilà, de voir si c'est vraiment 25 minutes ou si tu fais 30, ça va, tu peux tenir ou pas, quoi.
Ouais, moi j'utilise d'ailleurs pour ça l'appli Forest, s'appelle Forest. Le principe c'est on plante un arbre et en 25 minutes, on peut régler le temps qu'on veut. Et si on quitte l'appli, si on fait autre chose, l'arbre meurt. Donc en fait ça force un peu à rester dessus. Et, euh, et pareil, souvent ça m'arrive même de déborder de mes 25 minutes quand je suis vraiment à fond. Ça m'arrive de déborder et il y a des fois, je regarde, je fais putain, il reste encore du temps. Enfin, tu vois, genre, c'est vrai que selon la journée, je vais pas avoir les mêmes capacités de Après, ce qui est concentration. sûr, c'est que ce genre d'outil, ça instaure quand même une certaine rigueur. Voilà, si tu as tendance à procrastiner ou autre, quand tu as un peu cet effet de minuteur voilà, ou d'arbre, comme tu viens de l'expliquer, ça te pousse à te dire, bon, ben, pendant ces 25 minutes, je veux vraiment être à fond et je vais pas aller peut-être checker mon téléphone ou autre et j'attendrai les 5 minutes de pause pour le faire. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne méthode pour rester bien rigoureux et suivre quand même une cadence de travail. Ça c'est clair. Ouais, et clairement, selon la période de la journée, je sais que je suis obligé de la mettre ou non, tu vois. Mais bon, moi généralement, je suis bien le soir, mais ce que j'entends aussi pas mal, c'est. Je sais pas si t'en parles dans ton livre, parce qu'il a l'air quand même vachement complet. C'est le principe que quand on prend une décision dans la journée, en fait, ça va user un peu notre énergie de décision. C'est-à-dire que si tu. Aujourd'hui, par exemple, je résiste à quelque chose ou je fais ce choix-là, et ben du coup, au fur et à mesure de la journée, plus je vais avoir de choix à faire, plus ils vont être difficiles ou plus je vais me laisser tenter par la facilité, etc. Je sais pas si ça a un nom, si tu vois Un de peu quoi je comme parle. ouais, une sorte de charge mentale un petit peu. Ouais, Si c'est tu te ça, poses trop de questions, au fur et à mesure, tu commences à saturer après. c'est ça. Et Ok. c'est ce que j'avais entendu et je trouvais ça pas mal intéressant. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'en fin de journée, bah, quand t'as plus de charge mentale, tu vois, t'arrives plus à travailler, il y a des moments. Enfin bon, moi je dis ça, je travaille très bien entre 21h et 23h. Et Ok. alors que. Enfin, ça dépend, j'ai eu des périodes, c'est le matin, enfin bref. Mais bon, je lirai le livre pour savoir. Ça- Après, voilà, il y a pas non plus de réponse. Il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas qui peuvent jouer. Les habitudes, il y a des Ouais, personnes qui, par exemple, n'ont jamais travaillé le matin. Et donc, pour eux, clairement, si demain tu leur dis tu vas travailler à partir de 8 heures, ils n'y arriveront pas. Mais voilà, on a quand même, de par notre nature d'être humain, on a quand même un fonctionnement, un rythme biologique. mm, Qui fait qu'on a quand même des plages horaires où notre niveau d'énergie et de concentration est supérieur. Et donc c'est sur ces plages horaires où il faut se mettre les tâches les plus compliquées ou en tout cas celles qui demandent le plus de travail. Et alors juste pour enfin encore sur cette partie-là qui est quand même vachement intéressante, du coup ce serait pas vraiment en plage horaire, on va dire de 14 à 16, ce serait plutôt par rapport à ton réveil biologique, c'est ça, par rapport à tes habitudes? Alors, il y a quand même une plage horaire, Fixe? par exemple, de 14 à 16. Bon, c'est pas ça la réponse, hein, mais Non, non, c'est un exemple. Après, ouais, bien sûr, ton rythme, l'heure à laquelle tu te... Ça va. Ah, attends, j'ai le son qui est coupé. Ouais, C'est bon, c'est c'est bon, revenu. tu m'entends? Ouais. Ouais. J'en étais où? Oui, je disais que c'était pas forcément. Il y a des plages horaires où on est effectivement plus efficace. Euh, Ça va dépendre de l'heure à laquelle tu te lèves aussi, mais globalement, on est tous censés avoir besoin de dormir la nuit et il y a quand même un moment de la journée. C'est lié aussi à la lumière, hein, à la luminosité. Euh, Ok. quand le soleil se lève notamment, par rapport à la mélatonine, qui pareil est une autre hormone, qui est l'hormone du sommeil. Naturellement, notre corps, il va dire bon, c'est le moment de se réveiller. Donc après, bien sûr, il y a ceux qui qui travaillent de nuit et qui ont pas le choix. Ouais, après. Mais ça a été démontré que les travailleurs de nuit, ils souffraient de problèmes de productivité, plus fréquemment aussi des problèmes de santé. Et d'ailleurs, les accidents du travail sont beaucoup plus nombreux sur le travail de nuit que pour ceux qui travaillent sur des horaires, on va dire, un peu plus classiques.
Ok, bon, c'est vachement intéressant tout ça. Et du coup, on va essayer de se recentrer un petit peu sur la vidéo, du coup, parce que Ouais. on va dire que c'est la partie où je pourrais apporter un peu plus de ce que je sais, en tout cas. Et du coup, pour reprendre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement récupéré ta structure. Euh, du coup, tu as toute une partie, donc c'est la vidéo et les supports en général, tout ce qui va être support de présentation, les webinaires, tu parles des différentes mémoires. Du coup, en gros, tu parles de la vidéo surtout parce que c'est un support qui va utiliser plusieurs mémoires. Et Ouais, ce qui fait alors, que... Ouais, vas-y, je te laisse expliquer parce que tu sauras mieux dire que moi. non, mais c'est vrai que par rapport à donc sur les supports de présentation, il y a des études qui, pareil, ont été effectuées où on teste plusieurs types de supports de présentation Mhm. et on essaye de mesurer à la fin le niveau de mémorisation de la part du public et aussi le fait de pouvoir capter leur attention et qu'ils puissent aussi adhérer aux idées du... J'ai le son qui a recoupé. Ah, Ah, ça y est. c'est bon. Alors, t'étais aux idées du... Et voilà. Qui peut Euh, adhérer aux idées du... oui, et pour adhérer en fait aux idées du présentateur. Ouais. Euh, et en fait, on s'est rendu compte donc il y a plusieurs types de mémoire, la mémoire visuelle, auditive, et une des conclusions aussi de certains travaux de recherche, c'est que plus on va mobiliser de mémoires différentes, et plus le public ou les auditeurs vont être capables de retenir les informations. Et donc, c'est vrai que la vidéo, c'est un support de choix parce que quand tu regardes une vidéo, tu as du son, tu as des images, tu peux avoir du texte avec des schémas, des graphiques. Et donc tout ça fait que chez la personne qui va regarder la vidéo, il va y avoir plusieurs types de mémoires qui vont être mobilisées en même temps. Et donc même si chacun d'entre nous, on a des mémoires fortes, il y en a certains qui sont plus à l'aise avec les images, d'autres plus à l'aise avec le son. Ben là, on va avoir un petit peu tout en même temps et la vidéo donne de très très bons résultats sur la mémorisation et l'attention. Ok. Parce que bah, justement, comparé à tout ce qui va être... Alors, tu parles aussi, pour rester dans la vidéo, on va dire, ça va être tout ce qui est support, enfin autre que la vidéo, je veux dire. Ça va être tout ce qui est support qui vont utiliser plusieurs mémoires qui vont être plus efficaces. Et il y a quoi comme mémoire? Parce que tu as parlé de visuel, auditive, et... Oui, alors il y a la mémoire procéduriale aussi, Ok. donc elle qui est plus axée sur le long terme, mais ça va être le fait, par exemple, il y a des personnes pour faire des exercices de maths, ben en fait elles vont devoir faire plein de fois les exercices et en fait elles vont reconnaître des questions type qui sont toujours, globalement c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et en fait au moment de l'interro final, ils n'ont pas forcément mémorisé par cœur les formules ou le cours, mais comme ils ont tellement fait d'exercices qui sont assez similaires, ben là ils ont qu'à en fait reproduire ce qu'ils ont déjà effectué avec juste les valeurs qui changent. Et cette mémoire procéduriale, c'est le fait de passer à l'action. Et avec la vidéo, ça peut aussi le faire parce que on voit des formateurs qui proposent par exemple des quiz ou des petits exercices en cours de présentation. Et ça, notamment, voilà, ça mobilise la mémoire procéduriale, entre autres. Donc, il y a ce type de mémoire-là. Après, il y a des mémoires qui sont un peu moins mobilisées par la vidéo, mais ça peut aussi. Il y a les mémoires épisodiques, un moment que tu as vécu dans ton enfance ou autre, avec des émotions fortes, tu vas avoir tendance à le retenir très bien. Mhm. Et après, voilà, il y a toutes les mémoires liées au sens. Donc la visuelle, l'auditive, il y a la olfactive aussi avec l'odeur. Ok. Il y a gustative. Voilà. Donc notamment s'il y a des présentations à faire avec des présentations de nouveaux produits, je sais pas, des bonbons ou des chocolats, c'est toujours recommandé de faire une dégustation en même temps parce que les personnes en général s'en souviennent si le produit a été bon.
D'accord, c'est intéressant parce que alors de ce que je sais par rapport au goût, on a du mal à se souvenir vraiment du goût des choses. On se souvient juste si c'est bon ou mauvais. Enfin, par exemple, un souvenir visuel, on peut vraiment avoir l'image de ce qu'on a vu, mais un souvenir Ouais. gustatif, je trouve, alors je sais pas s'il y a des recherches là-dessus ou si tu sais, mais on peut pas reproduire le goût de quelque chose qu'on a goûté. Ouais, c'est pas faux, ouais. Je pense que on peut moins fidèlement se remémorer un goût plutôt qu'une image. Après, je sais pas, peut-être que pour vraiment les spécialistes, tu vois, dans le vin ou dans le chocolat, peut-être que eux, ils se rappelleront les notes, voilà, les Ouais, arômes et tout ça, ils arriveront parce qu'ils ont, voilà, ils ont un palais qui est beaucoup plus ok, bon. développé. Euh, mais après, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, hein, spontanément, si je fais une dégustation, je vais me rappeler si c'était bon ou si Ouais, c'était mauvais, et puis ça ira pas plus loin. Mais c'est vrai que pour des présentations de nouveaux produits à des clients, par exemple, c'est déjà une très bonne chose. Si tu fais déguster ton produit et que les clients potentiels le trouvent bon, ils s'en souviendront et ça peut être intéressant pour ton projet. ouais, clairement. Ok, bah c'est intéressant de voir les mémoires. Et du coup, oui, tu parlais alors de la mémoire émotionnelle. Alors, c'est pas émotionnel que t'as dit, c'est la mémoire. Euh, Il y a la procéduriale, non, euh, ah, épisodique. épisodique, c'est ça, Ouais. épisodique. Ok, donc ça, c'est vraiment lié à l'émotion. Et Ouais. justement, je voulais revenir dessus parce que du coup, dans la vidéo, en fait, tu peux clairement, et d'ailleurs, les meilleures vidéos marketing qui sont créées utilisent en fait aussi cette mémoire. Parce que tu vas taper sur justement des émotions, des souvenirs, et quand tu as par exemple une cible, quand tu vas vraiment cibler une clientèle particulière, tu sais ce qu'ils aiment, tu sais un peu leur vécu, et tu peux en fait recréer des émotions. Et si tu arrives à créer une histoire avec une émotion, avec des sons familiers, avec des images qui vont bien aller à ta cible, en fait, c'est là que tu vas créer des pubs, enfin je dis des pubs, mais en tout cas une vidéo qui va rester vraiment dans la mémoire des gens. Ça, c'est vraiment, si en vidéo tu veux faire en sorte que les gens se souviennent de toi, il faut réussir à taper dans les émotions. Ça, Ouais, c'est vraiment... susciter des émotions, c'est vrai que C'est ça. c'est une recette qui marche, hein, moi, j'ai l'exemple des pubs Intermarché. Ouais, Je sais pas si tu vois qui sont quand même très très bien tournés et notamment à Noël et tout ça. Et je trouve que, enfin, moi en tout cas, quand je vois ces vidéos, il y a quand même des émotions qui ressortent de ça et du coup tu t'en souviens, quoi. Là, tu vois, j'ai pu te la citer spontanément, mhm. c'est vrai. Et tu vois, même par exemple, dans les pubs ultra connus, il y a les chocos suisses avec Maurice qui a mangé tous les chocos suisses. Tu vois, ça, c'est Oui, le genre de pubs qui restent. Je sais pas si tu regardais quand on était plus jeunes, tous devant la télé, toutes ces pubs, en fait, qui ont suscité vraiment des sentiments, et ben on s'en souvient encore. Et, mais bon, je crois qu'on clairement. t'en parle plus tard dans le livre, mais c'est pour provoquer les émotions et avec la structure des vidéos et créer une histoire en fait. Parce que bah, Ouais, l'homme il se souvient plus des histoires que des faits racontés comme ça, quoi. le storytelling, ouais, Le justement, storytelling, ouais. tu m'en Ça, as parlé pas mal. euh, on va en reparler, on va en reparler un peu du storytelling parce que c'est Ok. vraiment la chose qui fait que votre contenu ou votre vidéo, elle va, enfin, ça peut être, on peut faire du storytelling avec une photo, hein, on peut faire du storytelling avec de l'audio, on peut vraiment, mais c'est vraiment ce qui va faire que votre contenu va se démarquer et va avoir une âme et ça va vraiment faire la diff. Parce que t'auras beau faire même les plus belles images que tu veux, alors ok, il y a l'effet waouh, les images c'est magnifique, tout ça, mais on va dire que technologiquement parlant ou techniquement, les gens ils arriveront toujours à te rattraper. Enfin, t'as beau faire les images les plus belles, ce qu'on voit beaucoup en vidéo, c'est les vidéos de voyage, où t'as des images super belles, machin, tout ça. Et dans le domaine des vidéastes, en fait, tout le monde fait des vidéos de voyage. Et en fait, ça devient redondant. Tu vois, même si t'as des belles images, bah, tout le monde va dans les mêmes endroits trop beaux, machin. Et tu vois, ça perd un peu en saveur. Alors pour les gens qui sont pas trop dedans, qui regardent peu, ça reste encore l'effet waouh. Mais pour la communauté, en tout cas des vidéastes, pour moi, pendant 2 ans, j'ai regardé que des vidéos de voyage. Maintenant, j'en vois une,
si il n'a pas un storytelling sympa, si il n'a pas... Bon, il y a aussi le montage, mais s'il n'a pas monté bien, bah, je regarde même pas en fait, parce que bah, ok, c'est des belles images qui se suivent et basta, tu vois. Donc le Ouais, exactement, storytelling, ouais. c'est... Je sais pas pour toi, mais surtout avec Instagram, ça me l'a fait. C'est-à-dire que Ouais. au début, les premiers qui mettaient de très belles photos Instagram, et toujours en voyage et tout ça, ça fait un effet waouh qui marche bien. Et maintenant, c'est un petit peu la norme, quoi, de prendre des photos Insta dans un pays que tu es allé visiter avec un super beau paysage ou avec une rando et tout. Et maintenant, c'est tellement devenu commun que voilà, il y a un peu une absence d'émotion et tu scrolles. Alors que par Mm. contre, certains Instagrammeurs ou autres qui vont dans un pays pour visiter, mais qui vont par exemple exercer un métier là-bas ou qui ont quelque chose un peu en plus à raconter, de suite là par contre ça attire beaucoup plus l'attention. Enfin en tout cas pour moi. Ah oui, j'ai un très bon exemple pour ça, c'est Mama I'm Fine, je sais pas si tu connais. Oui, C'est- tout à fait. Mama I'm Fine, quand j'ai entendu ça récemment dans un podcast où il a été interviewé par Stan, et en fait il fait des voyages aussi, et son storytelling il est pas compliqué, c'est maman je vais bien, et il met en scène à chaque fois, il fait toujours en sorte de l'écrire quelque part, et pourtant il fait du voyage hein, aussi clairement, autant que les autres, sauf que bah, au lieu de prendre une jolie colline où le mec il pose dessus, et ben il va se mettre en scène soit en train de faire un truc un peu dangereux pour mettre en scène maman ça va t'inquiète pas, on connaît tous les mamans, enfin tu vois ça tape dans l'émotion, ça tape Ouais, dans le c'est clair. storytelling, et on a des belles images, et de suite et ben son compte il a explosé, et maintenant il fait des trucs vraiment vraiment sympas. Je crois que il a écrit sur des avions, enfin voilà, c'est devenu vraiment vraiment gros, tu vois, et parce qu'il a apporté cette touche en plus de storytelling, d'émotion que bah, les Ouais. autres n'ont pas. Et bon, c'est du travail en plus, bien sûr, c'est ce qui fait bah, que tu sors du lot aussi, c'est que bah, c'est plus complexe, sinon tout le monde le ferait, tu vois. Ouais, non, il a apporté une dose d'émotion et d'originalité qui fait que oui, ça, il se démarque des photos voyages classiques, on va dire. Clairement. Et puis, bah, tiens, pour transitionner sur une partie dont je voulais parler, c'est justement, on a tellement toujours les mêmes choses sur les réseaux sociaux, ce que je trouve aussi bien en photo qu'en vidéo, que bah, ça devient difficile, tu vois, de capter l'attention avec ton contenu, en fait, parce que le temps comment dire, l'attention que porte une personne à ton contenu quand elle le découvre, c'est entre 3 et 7 secondes. 7 secondes, c'est pour les gens les plus patients, mais vraiment, quand on scrolle, généralement c'est 3 secondes. D'ailleurs, les Reels, de ce que j'ai pu analyser moi, alors j'ai pas la confirmation, enfin sur Instagram il n'y a pas écrit vous avez une vue à partir de tant de temps, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui font en sorte que les gens restent 3 secondes sur leurs Reels pour comptabiliser une vue, tu vois. Donc c'est à dire que en dessous de ça, quand une personne regarde ton Reels, il n'y a même pas une vue dessus. Donc j'en voyais plein justement dans les vidéos de voyage, tout ça, qui mettaient des compteurs, genre ils filment un peu le sol par exemple, il y a 3, 2, 1 pour que les gens restent jusqu'à la fin du compteur et voient Ok. que ça sert aussi d'accroche, tu vois. Et du coup je voulais parler de ça parce que t'en parles aussi dans ton livre pour qu'il y ait des techniques en gros plus ou moins pour capter l'attention et garder l'attention des auditeurs. Ouais. Ben, c'est vrai que l'attention, tu le dis très justement, aujourd'hui plus que jamais avec Internet, la télé, enfin tous les moyens qu'on a, on est bombardé d'infos tout le temps. C'est très difficile d'être déconnecté. Et pour attirer l'attention, c'est vrai qu'il y a quatre éléments principaux qui font que naturellement notre regard va se porter sur l'objet et va susciter notre attention. Le premier élément, c'est la taille. Ouais. Voilà, sur une image ou sur une vidéo, quelque chose qui est imposant par rapport aux autres, ben, il va attirer notre regard. La deuxième chose, c'est le mouvement. Et c'est là que la vidéo, c'est aussi très intéressant. Quand c'est quelque chose qui bouge naturellement, notre regard, il va s'attarder dessus plus que pour quelque chose qui est figé, voilà, comme une photo ou du texte brut, par exemple. Mhm.
Le troisième élément, ça va être les forts contrastes. Ouais. Donc, par exemple, du blanc sur un fond noir, c'est quelque chose qui va nous attirer spontanément. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à ton compte Instagram. Ouais, je sais pas si t'as vu, il y a eu pas mal d'engouement la semaine dernière par rapport aux tâches que j'avais avant. Et il y a Swan qui a fait un audit en gros de mon compte Instagram, qui est designer. Ouais. Et en gros, j'ai refait mon branding du coup, tout en gardant le blanc et noir parce que j'aime beaucoup les tons blanc et noir, ça fait très moderne, un peu minimaliste, ce qui était pas à mon compte instinctivement, bizarrement avec les taches, ça fait pas du tout minimaliste. Mais oui, c'est des couleurs très, très différentes, enfin des couleurs, c'est très contrasté en tout cas, hein, le blanc-noir, et du coup les titres blancs ressortent très bien sur un fond noir, et inversement aussi. Et comme tu dis, avec Après, les c'est vrai que, couleurs... ouais, c'est vrai qu'après, il y a les couleurs. Il faut quand même garder une certaine cohérence avec ton branding, Oui, mais une certaine notion d'esthétisme aussi. Mais voilà, les forts contrastes, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et le quatrième élément, c'est certaines couleurs. C'est lié en fait à la longueur d'onde de ces couleurs-là. Elles vont arriver en fait à notre œil plus rapidement que les autres. d'accord. Et en fait, on va les percevoir très rapidement. Et c'est notamment le cas des longueurs d'onde très élevées. Donc tout Ok. ce qui est rouge, Rouge, orange, orange, jaune, ouais, c'est des couleurs qui nous sautent aux yeux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notamment les corrections de copie, en c'est rouge. corrigé en rouge. C'est quelque chose de suite qui capte le regard. Et voilà, et ça c'est lié vraiment à la notion de couleur et de longueur d'onde. Et c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, je t'en avais parlé aussi quand on s'était appelé. C'était, si ça peut vous être utile, mais moi j'utilise sur les color wheel, ça s'appelle. Alors c'est une, comment on dit en français? C'est la roue chromatique. Les roues chromatiques. En fait, souvent, ça va être les couleurs qui vont être à l'opposé l'une de l'autre sur cette roue, qui vont ressortir le mieux entre elles. C'est, par exemple, quelque chose qui est très connu en vidéo, c'est le orange et le bleu. Généralement, c'est les couleurs qui sont opposées, et du coup, c'est pour ça que dans les interviews, souvent ce qu'on aime faire, c'est mettre le fond un peu bleu, et vu que notre peau elle est dans les jaunes orangés, et ben, ça fait qu'on va avoir notre personne qui va ressortir beaucoup plus, et la personne va être mise plus en avant sur la vidéo. Et bon, ça marche aussi pour d'autres couleurs. Je crois que vert, l'opposé, il me semble que c'est rose ou violet. Enfin voilà, et selon où on se place sur la roue, il y a toujours l'opposé. Et ce qui fait que les couleurs vont sortir plus ou moins bien, ressortir plus ou moins bien entre elles. Et Ok. du coup, sur les couleurs, Ça, c'est vrai que c'est vachement intéressant et ça renvoie aussi à cette notion de contraste. D'ailleurs, alors je me rappelle plus l'auteur de ce TEDx, mais il y a quelqu'un qui a fait une présentation très intéressante, bon, sur YouTube, ça se trouve, sur comment réaliser une présentation PowerPoint percutante. ouais. Et lui, il pousse vraiment jusqu'à l'extrême en disant qu'aujourd'hui, la normalité, c'est de faire des diapos avec un fond blanc. Mhm. Mais qu'en fait, si vraiment tu veux que les gens ils te regardent à toi, le présentateur, l'idéal ce serait de mettre des diapos avec un fond noir. Parce que toi, tu vas ressortir, tu vas être très contrasté par rapport à ta diapo. Et donc les gens qui vont peut-être avoir tendance avec le blanc qui est très contrasté à venir regarder la diapo dans un premier temps, ben là ils seront plus concentrés sur toi, parce que ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que oui, le support de présentation, quand tu fais une réunion, que tu fais un talk ou autre, le support joue beaucoup sur la mémorisation et tout ça, mais c'est vrai que le présentateur, il a quand même un rôle indiscutable par les tons qu'il utilise, le regard, les propos qu'il va employer. Donc il faut aussi que le présentateur soit mis en avant, euh, et que ce soit pas l'inverse, qu'on prête pas plus d'attention à son support qu'à lui-même. Ouais, et du coup, justement, pour rebondir là-dessus, le fait d'avoir notre attention plus sur le présentateur que sur la diapo, ça va aussi augmenter l'accroche et le temps qu'on va passer à être concentré sur
ce que dit la personne plutôt que sur regarder un PowerPoint blanc. Je sais que ça arrive. Souvent, quand on commence à décrocher, eh ben, on va figer, on va regarder le PowerPoint, on va lire ce qu'il y a dessus et on va pas forcément écouter la personne. Ouais, ce qui est dommage parce qu'il y a la mémoire Oui. auditive aussi. Et donc si t'écoutes plus du tout ce que raconte la personne et que tu lis juste une diapo blanche avec du texte, bon, t'as quand même la mémoire visuelle qui va rentrer en compte, mais tu perds un peu de l'info. Ouais. D'ailleurs, juste pour revenir sur la prise d'attention, ce que j'ai remarqué et ce qui est vrai aussi sur YouTube, sur les Reels, les TikTok, c'est que généralement les supports qui utilisent comme image, tu sais par exemple de couverture, ou dans les premières images pour l'accroche, un visage humain, eh ben, ils ont beaucoup plus d'interactions, les gens ont plus tendance à aller cliquer et à regarder le contenu que si on filme autre chose, alors autre que le chat et les chiens, parce que les animaux, les gens vont dessus et cliquent, mais Ouais. les visages humains attirent beaucoup plus l'attention que justement ne pas en avoir juste des titres ou avoir un objet qu'on est en train de... en photo, en couverture, n'importe. Ok, Et super intéressant ça. ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que quand tu scrolles sur YouTube, tu vois tout le monde met son visage en grand avec une grosse expression d'émotion, genre choqué ou des choses comme ça. Et en fait, Ouais. c'est justement, ça attire l'œil beaucoup plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si tu regardes sur mon Instagram, souvent je mets mon visage aussi dessus. Justement, parce que je me dis, tiens, c'est une vérité sur YouTube, pourquoi ça le serait pas sur Instagram, tu vois. Et Ouais, alors après, j'ai pas l'explication je, peut-être scientifique je l'ai pas non derrière. Je sais plus. pas, est-ce que peut-être ça crée peut-être une relation d'authenticité, de se dire ben, la Ouais. personne elle s'implique directement, elle est pas juste derrière son ordi à produire des contenus avec des titres ou je Et sais pas, alors, mais c'est intéressant. ça augmente la proximité. Alors, j'ai pas non plus cherché le vrai pourquoi, mais j'imagine que ça doit avoir un lien avec. C'est l'appareil Dolly, ça s'appelle, il me semble. C'est le Je sais fait pas ce que de. c'est. L'appareil Dolly, en fait. Alors, je vais vérifier avant de dire des conneries. Mais en gros, c'est le fait de quand tu regardes par exemple des formes abstraites, souvent le cerveau il va réussir à te sortir un visage de ces formes. Et, Ok, et c'est vraiment intéressant. Alors, pas. d'accord. Ouais, ouais, bah oui, carrément. Je savais pas du tout ça. Pareidolie, ouais, c'est ça. Pareidolie, c'est en gros, tu vas regarder des objets, des formes abstraites, et tu vas en voir un visage humain derrière. Parce que notre cerveau, il a tendance à interpréter justement le fait d'avoir deux yeux, nez, une bouche et une personne, et on est vraiment attiré là-dessus. Et je pense que ça joue justement. Alors je sais pas si c'est ça exactement qui joue sur les vidéos, le fait que les gens ont envie de voir, mais ça c'est Ouais. un fait. C'est beaucoup dans, je sais pas si tu regardes, mais t'as les vidéos un peu paranormales, tout ça. Souvent, t'as des écrans de fumée, un feu, et puis les gens voient un visage dedans, et mon dieu, c'est Satan ou quoi. Et en fait, non, c'est juste que il y a eu trois Ouais. formes qui sont alignées, ça fait bouche, nez et les yeux, et enfin, tu vois. Et notre Et les visage, gens enfin, interprètent après, ouais. le cerveau interprète les visages. Mais du coup, je pense qu'en termes d'accroche, ça doit y avoir quelque chose là-dedans à creuser, mais Ouais, c'est à creuser, ouais. tu parles de capacité limitée aussi, ça c'était intéressant de mettre en avant. Parce que de ce que j'ai lu en fait, c'est que quand tu as une diapo ou même une vidéo, en fait tu vas vouloir en faire passer une seule idée de cette diapositive plutôt que d'écrire plein d'idées. Ouais, c'est ça. En fait, on a tendance, enfin, ça dépend, mais euh, on se dit un PowerPoint, faut pas non plus que ce soit un PowerPoint qui fasse 300 diapos. Donc, on va avoir le réflexe de compiler tout ce qu'on veut dire dans un nombre limité de slides. Mhm. Euh, Sauf que le problème, en fait, c'est pas le nombre de slides, c'est la quantité d'informations. C'est normal. Voilà, si tu veux que les gens retiennent les idées, qu'il y ait une bonne mémorisation, il faut se limiter à une grande idée par slide. Et il vaut mieux faire 200 slides, mais qui seront bien retenus, que compiler 200 slides en 10
mais que les gens ne comprennent pas quel est le message, quels sont les points clés. Et souvent, ça donne des slides très peu lisibles où justement, ils vont pas distinguer les différents éléments sur la diapo. Donc voilà, il faut pas oublier que l'être humain au niveau de la mémorisation et tout ça, il est limité. Je propose notamment un petit test dans le livre qui est très simple, hein, mais voilà, si on te donne 10 ou 15 prénoms à la suite, enchaînés très vite, tu vas avoir du mal à les retenir. C'est la même idée avec les diapos, c'est une grande idée, et ensuite, dès que l'idée a bien été comprise, a bien été développée, on passe à la suivante. Voilà, donc c'est une notion aussi intéressante. Ça me fait penser, tu sais, dans les concours où les gens ils doivent retenir le plus de chiffres, de lettres, de mots d'affilée, pour revenir sur l'importance du storytelling, c'est que pour retenir ces lettres et ces suites de mots, en fait, ils créent des histoires. Et c'est vraiment les techniques utilisées pour retenir un maximum d'informations, c'est de créer une histoire, et en déroulant l'histoire que tu as créée, tu retrouves les informations que tu voulais retenir. Et c'est un peu, par exemple, tu prends des mots qui n'ont rien à voir, moi j'ai un stylo et une carte mémoire, et de suite, si je vais vouloir retenir ça, je vais dire j'ai pris un stylo pour écrire sur la carte mémoire. Et stylo, carte mémoire, je vais les retenir beaucoup plus facilement. Bon, là c'est facile, il n'y en a que deux. C'est un peu comme le principe du mais où est donc Ornicart pour retenir. Mais clairement. Ça donne une suite logique et du coup on la retient mieux que si on donnait chaque mot séparément. C'est ça, mais c'est une vraie technique. Et par exemple, il en parle beaucoup, Fabien Olicard, tu sais, dans ses livres sur le mentalisme, tout ça. Et vraiment faire des suites. C'est quelque chose qui va aider énormément à retenir les informations. Et d'où l'importance, c'est pour ça que j'y reviens, du storytelling dans la mémorisation. C'est vraiment la clé qui va faire que votre contenu va être vraiment assimilé, aussi bien émotionnellement que visuellement et de manière auditive aussi, parce que on va se souvenir de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu quand on l'a assimilé émotionnellement aussi. En vidéo, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour revenir du coup sur le principe de capacité limitée, une vidéo, souvent, on va mettre une idée dedans. C'est-à-dire que, alors je parle pas pour les films, et encore que les films, souvent, il y a une trame avec un héros, il a un objectif, donc il y a quand même une idée, même si après il se passe pas mal de choses, il y a des complexités de scénario, bon, on rentre dans l'art du cinéma, mais globalement, si vous allez faire une vidéo pour vos réseaux sociaux, si vous avez un business, que vous voulez mettre en avant quelque chose, vous allez avoir un objectif pour cette vidéo. Votre vidéo va avoir une cible, un objectif, une idée et un format pour une vidéo, parce que selon le message que vous voulez passer, il va y avoir des supports qui vont être plus ou moins appropriés, et surtout le principe c'est que les gens se souviennent de votre marque, de votre produit par exemple, de votre service, et on va mettre un appel à l'action à la fin. On va pas en mettre 30, genre clique, va t'abonner, va sur mon site, machin. Non, on en met un. Et votre vidéo va cibler une personne, enfin un type de personne avec un message clé. Par exemple, découvrez ma nouvelle collection de, je sais pas, de tasses à café. Et voilà, vous allez vraiment pousser là-dessus. Si on commence à parler de tasses à café, mais je fais aussi, je sais pas, des supports pour la voiture, pour mettre le téléphone, j'en sais rien. Enfin bref, ça va être de suite moins bien assimilé que si on va vraiment rester concentré sur un thème, une idée et un besoin, une clientèle et un support. Vraiment, c'est la base vraiment d'une vidéo. C'est vraiment intéressant parce que d'un point de vue extérieur, quand tu regardes un film, c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de complexité, qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait si tu regardes vraiment la trame de base, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il y a un héros, un objectif. Et après, il peut se passer des péripéties au milieu, mais faut rester simple au final. C'est ça. Généralement, c'est la structure en 3 actes. Je crois que ça se dit comme ça, structure en 3 arcs ou 3 actes. Et c'est qu'on va avoir notre héros
au début qui a sa petite vie pépère, voilà, et qui va avoir potentiellement un objectif. Et dans le premier acte, il va aller vers cet objectif, il va se confronter à un premier dénouement où il va se rendre compte peut-être qu'il a des défauts, et il va en fait se battre après contre ces obstacles. En fait, alors je dis des défauts, mais ça peut être aussi des obstacles extérieurs. Et ensuite, on a la seconde partie avec, pareil, il va avoir des obstacles, il va avancer. Et souvent, à partir de cette seconde partie, il va encore se passer un obstacle encore plus gros où il va vraiment avoir une grosse défaite, entre guillemets. Et c'est pour vulgariser simplement cette structure-là parce qu'elle est un poil plus complexe. Mais après, on a le troisième acte où vraiment là, il va y avoir grosse remise en question. Notre héros a vraiment évolué. Il va enfin battre ses démons, ses problèmes, et il va résoudre et atteindre son objectif. Généralement, la structure, tu le vois beaucoup même dans les films d'action. Par exemple, c'est beaucoup comme ça dans les James Bond. Je regardais récemment, j'ai re-regardé Johnny English, je sais pas si tu connais, avec Mr Bean. Ouais, ils sont incroyables, mais voilà, pareil, j'ai regardé la structure et c'est vrai qu'elle est exactement comme ça. On a le héros au début, il est appelé en mission, il foire, il retourne machin, il foire vraiment, genre il se fait virer sur les trois films, c'est les trois la même structure. Genre, il se fait virer clairement de son poste et il dit non, je continue, il y va. C'est plus dur, tac, il bat le grand méchant, et puis ça se finit comme ça, après tout va bien, tout se résout comme ça. Mais c'est vraiment une structure en 3 actes. Et mais c'est intéressant parce que on retrouve aussi ça dans les présentations qu'on a chez certains influenceurs ou des infopreneurs qui racontent aussi leur histoire finalement, et ils font du storytelling en disant bon ben je sais pas, je te donne le cliché mais j'ai jamais fait d'études, le salariat c'est pas pour moi, etc. Donc je fais face à des difficultés du coup, parce que j'ai pas d'emploi, j'ai rien, mais je me mets à charbonner, à lire certains livres, à me former, à suivre certains conseils, et puis maintenant j'arrive très bien à vivre de ça. Et ça, c'est ce qu'ils essayent de présenter souvent dans leur. C'est un schéma, c'est un scénario qu'on retrouve très souvent chez ces personnes. Et derrière, ça aboutit j'ai réalisé une formation qui reprend les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais dans cette situation. Je vous le propose. Voilà, vous pouvez acheter ma formation, etc. Donc c'est dans les films, mais c'est aussi utilisé par les entreprises ou les entrepreneurs. Les entrepreneurs, récemment, il y a Tim Ferriss par exemple qui est très connu dans la semaine de 4 heures, qui commence clairement comme ça, qui pose un scénario, et c'est quelque chose qui fait vachement attirer l'attention, parce qu'on va se mettre à la place. Quand on a un scénario avec une personne qui a un problème, qui d'ailleurs est notre problème, parce qu'on ressent les mêmes choses, on va très vite se mettre à sa place, et on va vraiment avoir cette émotion qui est créée. Tiens, ce qui lui arrive, c'est vraiment ce qui m'arrive à moi, comment il s'en est sorti, comment il va faire, j'ai envie de savoir, j'ai envie de continuer, et c'est là que tu vas vraiment capter et garder l'attention des gens. Et oui, ce que tu dis, c'est vrai, et il y en a beaucoup qui font ça, et encore peu dans la globalité des gens qui font ça, qui vraiment s'embêtent, non, mais prennent le temps de faire un storytelling pour justement avoir ce truc en plus, cette accroche, et faire en sorte que les gens ils s'intéressent à ton contenu, en fait, clairement. Oui, non, c'est sûr que dès que tu racontes un peu une histoire autour de ton produit, de ton offre, j'avais vu aussi un peu le schéma inverse qui est beaucoup plus rare, mais on le trouve. Donc il y a le schéma classique, je démarre là et en faisant telle ou telle chose, je vais arriver là. Et il y a aussi celui qui est un peu plus négatif, je dirais, une vision un peu plus pessimiste, où tu démarres là, tout va bien. Mais si tu veux pas te retrouver là, il faut que tu fasses certaines choses qui éviteront que des problèmes t'arrivent. Alors je l'ai pas vu souvent, mais j'ai déjà vu des entrepreneurs qui étaient un peu comme ça, du style aujourd'hui tu es dans une situation qui te convient tout à fait,
Mais aujourd'hui, il y a plein de problèmes extérieurs. Voilà, on est soumis à la surinformation. Avec le télétravail, l'équilibre vie pro, vie perso, il est mis un peu à mal. Donc voilà, je te recommande de faire ça pour éviter que tu tombes dans ces pièges-là et que ça se passe mal. Ouais, clairement, il joue sur le biais de négativité, beaucoup. Le fait que les gens, ils préfèrent... Enfin, comment dire, les gens ont plus peur de perdre ce qu'ils ont déjà plutôt que de gagner quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont plus... c'est l'aversion à la perte, je crois, ça s'appelle. Ouais, et ils jouent vraiment là-dessus. Et j'en ai vu, c'est vrai que tu t'en parles, vraiment qu'ils jouent là-dessus avec le Covid. Parce que les gens, ils disent, ben voilà, t'es en CDI. Le Covid, il y en a plein qui se sont retrouvés au chômage clairement, pas chômage partiel, chômage, parce que leur entreprise a fait faillite. Et du coup, comme quoi, regarde, tiens, ton CDI, c'est pas si sûr que ça, et tu devrais faire ça pour te blinder au cas où quelque chose comme le Covid se produit. Ouais, carrément. Pour le storytelling inverse. Et t'as des films aussi souvent, juste pour rester un peu sur le storytelling, où le personnage commence, il a tout. Il est au top, au summum de sa carrière, de sa vie. Et puis d'un coup, il va se passer quelque chose et il va retomber au plus bas. Et il va essayer de regrimper petit à petit pour arriver au stade où il était. Et souvent même au-delà, puisque quand tu es conscient que tu peux perdre les choses, tu as beaucoup plus de valeur que quand tu y es depuis longtemps ou que tu as tout gagné. Je sais pas, tu as gagné au loto. Bon, quand tu t'es pas battu pour l'avoir en tout cas. Non, c'est vrai que dans les films aussi, on le retrouve un peu ce schéma inversé où tu démarres de très haut ou en tout cas dans un état qui est positif et puis t'évites, tu te prends une chute ou alors tu essayes de l'éviter pour rester à ton niveau d'avant, voire au niveau au-dessus, comme tu l'as dit. Et du coup, ouais, c'était pour... on a encore dévié sur le storytelling, mais comme quoi c'est vraiment la chose... Enfin, pour moi, c'est le truc qui fait que ton contenu, quel qu'il soit, va vraiment surpasser tout le reste. C'est avec le storytelling. Il y a encore deux choses que je voulais vraiment parler. C'est... alors, on en a parlé, c'est... du coup, on a parlé du storytelling. Je voulais en parler plus tard, mais c'est pas grave, c'était sur le principe aussi de la mémoire pour la mémoire à long terme, pour rester dans la mémoire à long terme, que tu parles aussi dans ton livre. Mais c'était aussi l'importance des transitions, je voulais en parler aussi, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les vidéos qui sont faites par les entrepreneurs. Donc on va commencer par ça. Moi je sais que dans ma communauté ou dans ce que je vois dans tout ce qui est vidéo, freelance, tout ce qui est community manager, content manager, les gens qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, ils ont cette envie de plus en plus. Alors on l'a vu avant, ça fait déjà 2-3 ans que c'est comme ça dans les vidéastes freelance, c'est de faire des transitions un peu spéciales qui vont être stylées, qui vont être smooth, seamless. En anglais on dit c'est sans... alors en français ça va être fluide, on va dire, sans accroche, vraiment fluide. Et cette mode elle est vraiment en train de partir de plus en plus. On voit dans les films, dans les séries où ils vont faire des transitions comme ça, seamless, pour passer d'une scène à l'autre. Et je voulais en parler parce que tu en parles dans ton livre sur les transitions qui servent à changer d'idée et qui servent à vraiment à faire la séparation entre deux types de contenus. Et aussi tu peux développer un peu là-dessus justement. Bien sûr. Alors c'est vrai que les transitions, c'est ce qui est important dans une présentation, c'est de structurer, et on l'a dit tout à l'heure, on a souvent une idée par slide. Donc déjà ça c'est un très bon moyen. Le passage d'une slide à l'autre, déjà c'est une forme de transition et qui permet de vraiment faire la séparation, parce que pour une personne, quand tu mémorises un truc ou que tu portes ton attention sur une chose, c'est bien pour le cerveau de savoir maintenant ça c'est terminé, on l'a vu, maintenant on passe à quelque chose qui n'a pas forcément de rapport.
Et donc tu repars dans un processus où il faut attirer l'attention, il faut remémoriser quelque chose, et c'est pertinent de le préciser de manière explicite. Donc il y a le passage d'une diapo à l'autre, mais on peut même aller plus loin avec par exemple un plan sur une présentation et avec des slides carrément de transition. Alors par exemple, je sais pas, tu as deux parties. Donc tu vas avoir une première partie avec une slide avec marqué en gros le nom de ta partie. Et après là on peut commencer. Et quand cette partie est terminée, une autre slide de transition où il y a le grand intitulé de la seconde partie, et même le présentateur peut souligner en disant bon ben maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la seconde partie qui traite de, et là on peut enchaîner. Alors donc là je parle pas des transitions PowerPoint où il y a la slide qui tourbillonne, etc., qui sont pas forcément les plus esthétiques, mais en tout cas ça a le mérite de faire une séparation claire entre les idées, et donc le public peut aussi se conditionner pour mieux retenir l'info. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que justement sur les réseaux sociaux, on a tendance à vouloir faire des transitions seamless, c'est-à-dire où on voit pas la transition, parce que justement, comme tu disais, quand on fait une transition un peu plus abrupte, c'est-à-dire comme on peut voir dans les Star Wars, tu sais, souvent on a des transitions bien vieilles où tu as l'écran tu sais, qui se décale, et vraiment à chaque fois c'est on change de chapitre, on change de lieu, on change d'endroit. Alors que sur les réseaux sociaux, on va vouloir garder l'attention vraiment tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à aimer faire des transitions qu'on ne voit pas pour garder cette attention. Et il y a quelque chose qui est très important en vidéo, c'est que souvent quand on fait les vidéos de voyage avec les styles, ça s'appelle avec les b-roll, c'est-à-dire avec des images belles qui s'enchaînent très vite, il faut toujours faire un moment plus calme où on va arrêter ça, parce que vu qu'on change plein de fois d'idées, mais de manière sans vraiment transition posée, et ça va saturer l'attention des gens. Et Ok. c'est un principe en vidéo. Il y en a beaucoup qui, quand on débute, souvent, on fait transition. Et en fait, au bout d'un moment, ça va trop vite, on en a trop. Et il faut laisser les gens respirer, ouf, ça y est, c'est fini. Tu vois. Et souvent, pour faire une vidéo qui accroche, on va faire un peu en montagne russe, c'est-à-dire on va être accroché. Hop, on va laisser se détendre les gens et continuer tout ça. Et du coup, pour revenir encore sur les réseaux sociaux, c'est que vu qu'on a un temps tellement court, alors quand je dis réseaux sociaux, je parle souvent c'est 1 minute maxi, voire les reels TikTok c'est 15 à 30 secondes. Justement là, ce qu'on veut, c'est pas laisser les gens respirer pour qu'ils restent jusqu'au bout de cette vidéo, de ce contenu. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on va faire en sorte d'avoir des transitions qu'on ne voit pas, déjà ça peut être pour faire un effet un peu stylé, ou alors justement pour pas avoir ce moment de relâchement entre deux scènes, entre deux idées qu'on pourrait avoir. Alors j'ai dit deux idées, on a dit qu'on en avait qu'une dans une vidéo, mais on va dire entre deux plans un peu différents où on va montrer deux choses différentes qui sont liées à la même idée, tu vois, par exemple. Donc d'après toi, quand tu fais une transition bien nette, tu as l'attention qui a tendance à se relâcher? Alors, non, le cut, ça va souvent être la meilleure transition. Quand je dis le cut, c'est plan, hop, Ouais. autre plan. Voilà, pas de transition. Mais on va quand même, oui, avoir l'attention qui va un peu se relâcher, parce que vu que c'est net, ok, notre cerveau, c'est ok, c'est autre chose. Alors que quand on a Ok. une transition fluide, c'est quand même la continuité de ce qu'il y avait avant. Donc en fait, on a moins ce relâchement que quand on fait des transitions nettes, ou alors des transitions vraiment marquées par un balayage, par autre chose. Ok. Ah, ouais, c'est intéressant. Peut-être je nuancerai un petit peu par rapport à la notion de durée. Donc Mhm. je pense qu'effectivement sur les Reels ou des choses très très courtes sur les réseaux sociaux, ce que tu dis c'est totalement vrai. Après je pensais aussi sur une présentation un peu plus longue, par Ouais. exemple un talk ou autre, ou même ce podcast d'ailleurs, si par exemple on est sur une idée bien précise et que je parle pendant 30 minutes sans m'arrêter sur ce thème-là, je pense que l'attention elle va un peu suivre une courbe en U.
Ouais, ça où va les gens saturer. vont peut-être être ah, ce sujet il est intéressant, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis ah là ça fait quand même une demi-heure qu'il parle là-dessus, bon j'ai l'attention qui commence à redescendre. Et toi par exemple tu vas dire bon ben ok, donc là tu marques une transition en disant maintenant je voulais aller un peu plus loin et parler de ça, ou même quelque chose qui a toujours un petit peu un lien, mais tu marques une transition et là peut-être que l'attention des gens redécolle en se disant ah super, il a fini ses 30 minutes de monologue. Cla- Maintenant, on va repasser à quelque chose qui est susceptible d'intéresser ou quoi, tu vois. Clairement. Bah ça, ouais, tu le vois dans les longues présentations, même en cours, hein, quand on était à l'école et que le professeur il parlait pendant 1 heure, des fois, on a juste envie que ça s'arrête. Et puis là, ok, on va attaquer un nouveau chapitre, et de suite, tu sais, c'est vraiment ce temps de respiration. Ah, je vais voir des nouvelles choses, ça va Ouais, sûrement ce sera peut-être m'intéresser mieux. plus. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc c'est ce principe de transition justement où tu vas te relâcher un peu. Alors c'est plus complexe que ça, mais clairement ça respecte aussi, il faut essayer de respecter le manège avec des montées, des descentes, pour que les gens s'accrochent, se relâchent et repartent et se relâchent. Et c'est comme ça que tu gardes l'attention des gens. En tout cas sur Ok. les vidéos et globalement dans les présentations aussi. Tout en Ok. ayant un Alors après, storytelling. toi l'attention, du coup, tu m'as dit sur les réseaux sociaux, je pensais pas que c'était aussi court, Ah, c'est vraiment mais court. que l'attention est vraiment courte sur une présentation, plus, on va dire, présentation en réunion, ou on est plus sur la demi-heure, on va dire. Après, Ouais. et encore, c'est court, hein, et des fois, on voit des réunions qui durent 2 heures ou des choses comme ça, et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des études là-dessus. Quand une présentation PowerPoint ou quoi de plus de 30 minutes, c'est terminé. Mhm. Mais le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, on est très facilement distrait, et Ouais. c'est vraiment dur de faire rester les gens jusqu'au bout de ce qu'on veut leur dire. Généralement, dès qu'ils commencent à voir, si on regarde une vidéo YouTube, dès que ça commence à être un peu long, on a tous tendance à cliquer un peu plus loin. Ok, ça j'ai compris le concept, je passe. Voire, moi ça m'arrive de regarder des vidéos en x2 Ok. pour prendre le contenu au maximum, parce qu'en x2, je comprends tout aussi bien tout ça, mais je gagne 2 fois plus de temps. Eh oui. Surtout sur les contenus longs, souvent dans les tutos, dans les choses comme ça, ce qui marche bien, c'est les contenus courts. Et quand je sais qu'il y a de la valeur, mais que c'est étalé sur 1 heure, voilà, clairement, je m'en x2 et je récupère autant de valeur en 2 fois moins de temps, du coup. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, sur les réseaux, voilà, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone, tu vas passer à autre chose, tu vas scroll un peu, tu vas voir autre chose. Dès que tu vas t'ennuyer en fait sur les réseaux sociaux, tu vas changer, tu vas passer à autre chose. Les Reels et les TikTok, c'est vraiment, ça a été fait pour te bouffer ton temps, mais à un point où ça s'enchaîne très facilement. C'est vraiment des choses qui accrochent. Et je connais, il y a des gens, qui restent 2 heures. Je connais des gens, enfin, même moi, ça Ouais, m'est c'est arrivé de addictif, rester. hein. Alors 2 heures, non, mais je connais des gens qui restent 2 heures à regarder des reels et qui sortent de là. Putain, j'étais où quoi? Happé Ah non, par mais les réseaux. l'attention aujourd'hui, c'est vraiment une donnée précieuse, hein. Mhm. Quand on voit tout ce qu'il y a, enfin, toutes les notifications qu'on peut recevoir, tous les moyens de communiquer, tout ça, aujourd'hui, si tu peux retenir l'attention de quelqu'un. Alors moi, après, sur l'agroalimentaire, on est plus sur l'attention dans les rayons de supermarché, qui déjà est très Oui. courte aussi. Ouais. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'en moyenne, tu passes dans un rayon spécifique, tu y passes en moyenne 7 secondes. Donc, c'était pour Ouais. montrer euh, que si tu veux insérer un produit dans un supermarché, il faut que le packaging il soit mortel, parce que les gens ils ont leurs habitudes, ils n'ont pas le temps, ils ont plein d'autres choses à faire, donc ils tracent quoi avec leur caddie. Et voilà, l'attention, c'est vraiment quelque chose de précieux aujourd'hui. C'est marrant que tu retrouves les 7 secondes aussi. Alors, je dis peut-être une bêtise, je pense que c'est peut-être un peu plus quand même, hein, peut-être, ou 20 secondes ou quelque chose comme ça, mais globalement, les gens, une fois qu'ils ont leur marque et leurs produits favoris, qu'ils achètent plus ou moins toujours la même chose en hypermarché, ils vont dans les rayons, ils regardent même pas, ils reconnaissent le le paquet, logo ouais. ou le paquet du truc et ils attrapent et ils vont pas forcément regarder ce qu'il y a autour ou très rapidement. Et Mhm. donc, c'est la difficulté aujourd'hui de s'insérer
dans les hypermarchés, tout ça pour les produits agroalimentaires. Et du coup, est-ce qu'on va jouer là-dessus? Ça va être tout ce qui est visuel et pour les techniques d'accroche avec les couleurs bien contrastées, j'imagine. Ouais, exactement. Du Ouais, packaging c'est ça. Bon. plutôt simple, net, avec des titres en gros contrastés, des images contrastées et des choses comme ça. Enfin, Ouais, on revient sur les différents moyens d'attirer l'attention, le mouvement, et par exemple quand il y a des animations en rayon, tu sais. Oui. Il y a une nouveauté qui se lance, on fait déguster tout ça, c'est tout bête, hein, mais ça attire l'attention parce que il y a la voix de la personne qui présente le produit, et ça bouge, il y a des gens qui viennent voir, donc on est attiré. Voilà. Après, il y a une autre tendance qui est un peu l'anti-marketing, mais c'est peut-être plus spécifique à l'agroalimentaire. C'est aujourd'hui, on fait beaucoup de marketing sur les bienfaits des produits et tout ça. Nous, par contre, on va essayer de proposer des produits qui sont naturels, avec que des produits, des ingrédients simples et tout ça. Et donc, tu as des packaging aujourd'hui qui sont très épurés, où il y a juste la dénomination, genre yaourt à la fraise. Et t'as quasiment rien d'autre dessus, t'as pas de personnage, t'as pas de... Et c'est un peu cette tendance qui est une tendance marketing au final, mais qui est l'anti-marketing, justement. Et justement, en fait, il va se démarquer par le fait qu'il ne suit pas les tendances à contraster et surfaire le packaging. Donc, ouais, exactement. C'est nous, on vous vend pas une belle étiquette et un beau truc. On vous vend un produit simple, efficace, avec juste ce qu'il faut. Et du coup, toi, t'en déduis plein de choses, qu'il n'y a pas forcément d'additifs, que tout ça. Ouais, c'est vachement intéressant aussi. De toute façon, on pourra en parler des heures, des accroches et du marketing et tout ce qu'il y a, parce que vraiment, le nerf de ce siècle, en tout cas, si je peux dire, c'est attraper l'attention, attirer l'attention du consommateur, la garder, le convaincre et le faire acheter. Et ça, c'est vrai partout. Et justement, c'est bien que tu en parles dans ton livre, parce que ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qui est utilisé et à quel point on peut, entre guillemets, manipuler les gens en connaissant ce qu'ils aiment pas, ce qui leur attire l'attention. Et enfin, je dis manipuler, ça fait un peu violent, manipuler. Mais c'est vrai que le terme, enfin, le marketing commence un peu à avoir une connotation négative, parce qu'il y a des dérives et parce qu'on l'utilise un peu à tort et à travers. Bon, je défends un peu ma... Ah non, mais moi je suis un peu marketing, pour ma paroisse, je suis tu vois, pour le marketing. Le marketing vraiment de base, c'est se placer du point de vue du consommateur pour comprendre quels sont ses besoins, ses attentes, pour y répondre au mieux avec des produits et des services. Donc c'est pas... T'essayes pas vraiment de manipuler, t'essayes plutôt de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du consommateur pour adapter ton offre. Donc voilà, mais effectivement, il y a des dérives qui font qu'il y a des personnes effectivement qui se servent du marketing pour manipuler. On parlait notamment des infopreneurs, clairement. Certains, encore une fois, mais tu as des formations qui coûtent 400-500 €. Et quand tu te poses avec un crayon et un cahier pour noter toutes les idées, toutes les méthodes qu'il y a dans la formation, tu te rends compte que ça ne tient en 10 lignes, quoi. Et le mec a fait du super bon marketing, un très bon storytelling, il a une communauté ou quoi, et il arrive à vendre ça 500 €. Il joue un peu aussi sur la misère des gens, un peu. Tu sais, il y en a qui, par exemple, voilà, ils n'ont pas de boulot, ou ils galèrent, et puis grâce à cette formation, ils vont pouvoir atteindre, je dis n'importe quoi, hein, mais des fois tu as des chiffres genre c'est bon, en 3 semaines tu vas avoir 20 000 € par mois, ou oui, il y en a beaucoup qui... Et tu as des gens qui malheureusement, parce que peut-être ils sont dans une certaine détresse, ou qu'ils en ont marre de leur boulot actuel ou quoi, qui vont dire bon ok, je vais lâcher mes 500 € là-dedans, et puis malheureusement il n'y a pas de recette miracle, sinon on serait tous on à se serait tous déplacer en milliardaires. hélicoptère, quoi. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup cette tendance où on aime voir la vie des gens auxquels on achèterait des produits, tout ça, pour voir un peu vraiment comment il vit, quelle est sa personnalité, est-ce que c'est du genre
à m'arnaquer, ou alors est-ce que bah, justement il a beaucoup de valeur derrière son produit, son service, et est-ce que je vais pas me faire arnaquer justement. Et je pense que sur les réseaux on cherche de plus en plus cette vérité là, à connaître un peu la vie des gens pour se faire soi-même un avis. Et Ouais, je pense que l'esprit critique se développe beaucoup plus parce qu'il y a plus justement de ces infopreneurs et tout ça. Au début, ils étaient une poignée, donc c'est nouveau, tu te dis bon, je vais faire confiance. Et maintenant, tu en as certains, ben, il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a fait la question, je crois qu'elle est vite répondue. oui, oui, je vois, je sais plus son nom aussi. Voilà, ben, après, quand tu vois ce genre de vidéo, tu te dis, ah ouais, en fait, le marketing, c'est que du flan et tous ces mecs, c'est des escrocs, quoi. Et donc Oui, alors que là, non. tu te mets un peu plus à te dire, ok, je vais quand même faire attention avant Mhm. d'acheter une formation à 500 euros. Je vais essayer de voir un peu plus, comme tu as dit, hein, d'essayer d'un peu mieux connaître la connaître. personne, lire les avis peut-être de ses clients, voir s'ils sont satisfaits. Voilà, les avis clients sont super importants Les aujourd'hui. témoignages clients, c'est une des choses qui a le plus de valeur, surtout en vidéo. Si tu peux avoir un témoignage client de quelqu'un filmé, faut que ça soit un peu filmé quand même à l'arrache, j'ai envie de dire. Parce que si c'est trop bien filmé, même, on va me dire, bah c'est préparé, ça peut être un acteur. Les gens en viennent à douter autant. Un texte, une phrase, tu sais, entre guillemets, bah tout le monde peut écrire une phrase entre guillemets, même si tu signes Paul Jacques, ok, enfin, tout le monde peut le faire. Alors que d'avoir une vidéo d'une vraie personne, et plus t'en as, et plus tu vois que c'est des gens différents, qui vivent dans des contextes différents, qui font des choses différentes, mais plus tu vas avoir tendance à croire. Et de toute façon, la confiance, c'est quelque chose qui est ultra important, et c'est vraiment le truc qui est le plus dur aujourd'hui, je trouve, à construire. Quand t'es sur Internet, c'est vraiment la confiance. Et moi, je sais que, en tout cas, alors, c'est un peu... moi, j'essaie de vendre en création, en tout cas, une formation aussi pour la vidéo. Et il y en a même qui me disent, tiens JB, tu balances beaucoup de contenu, quoi. Enfin, je balance énormément de contenu qui a beaucoup de valeur. Et je fais, mais oui, mais oui, parce que j'ai pas envie de retenir. Enfin, j'ai envie que tu progresses. Donc, t'imagines avec le contenu gratuit. Alors, imagine si jamais on prend quelque chose de détaillé, fait pour que tu réussisses. Il y a de fortes chances que tu réussisses. Et moi, en tout cas, je vois les choses vraiment comme ça. Il faut apporter de la valeur. Le contenu, c'est le roi, c'est le king. Et après, tu vas avoir ton marketing. Si ton produit est bon, ton marketing, il va couler tout seul. Parce que tu vas avoir le bouche à oreille qui va se créer. Et tu vas avoir tout le reste qui va vraiment couler. Alors que tu peux... tu peux tromper quelqu'un une fois, mais... tu l'auras jamais deux fois. Et si tu veux que les gens reviennent vers toi, avoir des bonnes critiques, la réputation, c'est en donnant du bon contenu. Et après, le marketing, il faut quand même le travailler, le marketing, mais quand ton produit de base est bon, ça peut que fonctionner en fait. Non, c'est vrai que les avis, la réputation aujourd'hui, ça va très vite, encore plus avec les réseaux sociaux. On le voit beaucoup aussi avec les restos, tous les problèmes avec les avis Google et tout ça, très rapidement, dans le positif comme dans le négatif, la réputation d'un établissement ou d'une entreprise, ça va très vite. Même pour les salariés, il y a les sites comme Glassdoor et tout ça, je sais pas si tu connais. Oui, c'est les sites où les entreprises notent les salariés, c'est ça? C'est l'inverse, c'est t'es salarié d'une entreprise où tu étais et tu peux laisser un avis sur ton employeur ou ton ex-employeur. Et donc du coup, quand tu vas candidater, moi maintenant je le fais, hein, quand j'étais en recherche d'emploi, il y a telle entreprise qui fait une proposition, je vais aller voir vite fait ce qu'en disent les salariés. Donc ils te parlent de l'équilibre vie pro, vie perso, des possibilités d'évolution, des trucs comme ça. Donc même les entreprises, et d'ailleurs alors j'ai pas de preuves, enfin il y a le compte Instagram Balance ta startup. Oui, j'ai déjà tombé là-dessus, ouais. Qui fait beaucoup de bruit, et il y a notamment des salariés qui ont dit que quand ils travaillaient dans cette entreprise-là, on leur obligeait plus ou moins, on leur imposait de laisser des avis positifs sur leur boîte, quoi. Ouais. Voilà.
je vois. Donc Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui les réputations et tout ça, ça va très vite et donc si t'es pas honnête dans ta démarche, ça se saura à un moment ou à un autre. ouais, de toute façon, bah, c'est ça, la recherche de vérité, beaucoup au travers bah, de la personnalité, des visages, de parler avec des gens, sentir qu'on est humain, qu'on parle avec des humains, qu'une entreprise, bah, même si c'est des grosses entreprises, alors les grosses marques c'est un peu plus difficile, mais moi je trouve que par exemple Apple ils le font quand même assez bien en termes de... Alors je sais pas, encore une fois, ça, c'est du marketing, mais en termes de transparence et avec les keynotes, tu sais, où vraiment je trouve qu'elles sont de plus en plus travaillées, on voit les visages des gens qui travaillent, enfin des boss qui travaillent sur les produits, et ils essayent quand même de créer cette sécurité, comment dire en français, trust, La confiance, ouais. cette confiance aux utilisateurs. Et alors, c'est vrai que c'est plus dur pour les grands groupes parce que, bah, comme partout, ils sont tellement gros que tu sais pas, enfin, tu sais, c'est forcément beaucoup mis en scène. Ce sera pas la petite community manager d'Apple qui va prendre son téléphone au nom de la marque et qui va faire des stories. Bah, aujourd'hui, je travaille, aussi les locaux, tout ça. Enfin, tu vois, ça devient compliqué. Mais c'est ce qui est fait en tout cas à l'échelle freelance. C'est de vraiment montrer, regardez, je travaille, je fais ça. C'est mon expertise, regardez mes conditions de travail, et c'est ce qui aide à gagner cette confiance. En tout cas, c'est la recherche de vérité, de confiance. Et bah, une fois qu'on a ça, de toute façon, bah, après, on sait qu'on peut croire la personne, et voilà, tu vois, c'est vraiment la confiance qui régit tout, je trouve, en tout cas, dans, C'est dans le sûr que c'est un marché. élément clé. Tu fidélises ta clientèle, tu, voilà, tu grandis avec elle, hein, et ça apporte que des bienfaits, hein, Mhm. même pour les entreprises, voilà, hein, qui cherchent des talents. Si, si les salariés qui étaient dans cette entreprise avant, ça se passait super bien, ils sont tous super contents de la boîte, ben, cette boîte, elle va recevoir certainement davantage de candidatures par la suite. Et donc potentiellement, elle va pouvoir progresser parce qu'il y aura des bons éléments parmi eux. Et ouais, la confiance du client et même des personnes qui travaillent et tout ça, c'est primordial. Ouais, clairement. Bah, dis-moi, on va juste recentrer éventuellement un peu pour essayer Ouais, de conclure parce qu'on pourrait parler longtemps de ça. Ça fait déjà 1h20. Donc en ouais. comptant les petits moments, voilà, on est pas loin d'1h15 de podcast. Je pense que c'est déjà pas mal. J'aimerais Ouais. bien que Marketing, tu... vaste sujet. Très vaste sujet, très intéressant. Moi aussi, ça me passionne beaucoup. Donc, on pourrait en parler longtemps et pourquoi pas plus tard refaire un podcast éventuellement sur le marketing en Ouais, avec général. plaisir. Parce qu'il y a pas mal de livres aussi que je lis sur le marketing. Je lis beaucoup, bah, tout ce que tu dois connaître, tout ce qui est Seth Godin, les livres Oui, de Seth Godin c'est qui sont c'est vraiment très... le père du marketing, pour le coup. le grand papa du marketing. Puis Ouais. aussi par rapport bah, à nos expériences, parce que moi je suis aussi dans le marketing d'une grosse boîte, d'une grosse entreprise, où vraiment il y a des choses qu'on apprend et qu'on découvre en faisant par expérience. Et en tout cas on pourra en parler parce que enfin, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bah, écoute, Et avec grand plaisir. je voulais juste, avant de partir, que tu bah, expliques où est-ce qu'on peut te retrouver, quand est-ce que ton livre sort, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Alors, Et voilà, toutes tes vas-y. infos que tu veux balancer. Ok. Bon, alors le livre, normalement, devrait être disponible en septembre Mhm. 2021. Donc il devrait sortir cette année. Encore une fois, comme c'est vraiment un projet qui est mené avec, on est plusieurs dessus. Alors pour l'écriture, je l'ai mené de A à Z, mais il y a des phases de relecture. Il y a un travail de la part de graphistes, donc une graphiste que je connais très bien, qui réalise tous les schémas, parce que voilà, aussi dans ce souci un petit peu d'avoir ce lien entre productivité et science, on a des graphiques, des schémas qui permettent de rendre les propos plus clairs et de comprendre certaines conclusions d'études. Donc il y a encore pas mal de boulot à faire sur tous ces aspects-là, mais on s'est fixé comme objectif de sortir le livre en septembre 2021.
Donc il sera disponible sur Amazon au format papier. Mhm. Donc après on a comme objectif aussi de sortir une version numérique, donc qui viendra certainement un peu plus tard, mais voilà, l'objectif c'est vraiment le papier sur Amazon en septembre. Pour me retrouver et justement pouvoir suivre l'arrivée de ce livre, il y a mes réseaux sociaux. Donc c'est Aurélien Anési auteur sur Instagram, j'ai une page Facebook. Et après il y a pas mal de choses qui risquent d'arriver Tu peux en fonction de mon temps libre. expliquer Anési, A-N-E-S-I? Ouais, c'est ça, Ouais. A-N-E-S-I et Ouais. auteur. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, et après on travaille sur plusieurs projets. Donc notamment, pourquoi pas, la réalisation de plusieurs e-books qui seraient au format PDF, aussi papier, la réalisation d'un site web. Voilà, il y a plein d'idées. Ce serait quand même toujours centré sur cette idée de productivité ou marketing, Ouais. avec toujours des méthodes et des outils à destination d'entrepreneurs ou de personnes ou de salariés dans le domaine du marketing qui veulent apprendre des méthodes, des outils qui ont été encouragés par la science et par des méthodes, enfin par des études et des bases solides, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, merci en tout cas pour ton intervention, c'était très intéressant. Merci à toi. Déjà, j'ai hâte de lire la suite parce que la petite partie que j'ai eue déjà, quand je l'ai lu, j'ai fait ok, je suis d'accord avec tout ce qui est écrit là-dedans. Donc ça m'a bien donné envie de lire la suite, en tout cas. Et Merci beaucoup. de toute façon, on va se retrouver peut-être le jour de la sortie, on verra. Alors merci à tous d'avoir suivi le podcast. Surtout n'hésitez pas à suivre Aurélien sur son Instagram, Aurélien Anési auteur tout attaché, si vous voulez en savoir plus et être au courant de la sortie de son livre. Et sur ce, je vous dis merci à tous et à la semaine prochaine.